quelque chose d'autre que des arbres ou des plantes annuelles, c'est une liane. C'est donc la clématite, une liane qui a aussi sa fonction. C'est une forme de croissance très intéressante en milieu tropical. Les lianes s'associent à des arbres et arrivent finalement à constituer elles-mêmes un arbre quand l'arbre qui leur a permis de monter en hauteur est étouffé et permet à cette liane d'avoir un port autonome. Ce n'est pas le cas pour notre liane qui est donc la clématite. Ce que j'aimerais juste soulever ici, c'est cette faculté de conquérir la couronne d'un arbre et d'avoir une physiologie extrêmement intense. Il y a une force de transpiration très forte chez les lianes et une vitesse de conduction de l'eau extrêmement élevée dans cette plante. On a fait des mesures de transport de l'eau dans la liane en injectant des substances colorées à la base de la liane, et puis on regarde, on sectionne ensuite après un certain temps, et on regarde combien de temps est-ce qu'il a fallu pour observer cette substance colorée sur la tranche de la liane quelques mètres plus loin. On s'est rendu compte que la liane est capable de mener l'eau à une vitesse pratiquement énorme pour des plantes qui dépassent la centaine de mètres à l'heure. Comparativement, les résineux, donc de la partie périphérique dans l'aubier, mènent l'eau à une vitesse de 1 mètre à l'heure. Les feuillus à zone poreuse avec des petits vaisseaux, c'est quelques mètres. Et les feuillus à zone à port diffus, les feuillus à zone vaisseaux à zone poreuse, donc les chênes par exemple, avec les gros vaisseaux qui ont jusqu'à 1/3 de millimètre de diamètre, sont capables d'amener l'eau dans la couronne à une vitesse de 40 mètres à l'heure. Et la liane, c'est une autre catégorie, c'est vraiment les champions de la vitesse. Et ce qui est intéressant, si vous faites une tranche transversale de la liane, ou bien aussi longitudinale à travers les vaisseaux, c'est donc les cellules qui se mettent bout à bout pour faire des cylindres. Vous regardez la constitution de ces cellules, elles ont des parois striées en spirale, elles ont des renforcements spiralés de la paroi, ce qui signifie que l'eau qui pousse, qui va couler dans la liane, a un flux en vortex, en spirale. Et c'est une explication comment la liane arrive à avoir des vitesses pareilles de transport de l'eau. C'est parce que l'eau ne coule pas de manière chaotique et non dirigée. L'eau est ordonnée pour couler en vortex. Et c'est un très grand sujet qu'a abordé un grand chercheur sur l'eau. C'était un forestier qui a travaillé sur l'eau, Victor Schauberger, un Autrichien. Il s'est rendu compte que l'eau a des lois tout à fait intéressantes, tout à fait particulières. Lorsqu'elle pousse dans la nature, la formation des méandres, c'est lorsque l'eau essaye de faire un vortex, mais lorsqu'elle est obligée de couler dans un plan, mais un plan oblique, donc elle fait des méandres. Et dans les arbres, la conduction de l'eau a lieu en spirale, aussi avec des colorations. On arrive à voir qu'autour du tronc, l'eau monte en spirale. Et dans les vaisseaux, lorsque c'est des conductions extrêmement rapides, l'eau fait des minuscules vortex à grande vitesse. Et les dernières découvertes sur l'eau concernant la 4e phase de l'eau dont j'ai parlé déjà, ont aussi travaillé sur ces mouvements en vortex et se rendent compte que lorsque l'eau a l'occasion de couler de cette manière-là, elle augmente sa part d'eau en 4e phase, c'est-à-dire de l'eau qui a des propriétés qui sont entre le liquide et le solide, qui sont directement propices à la plante ou aux organismes. Notre eau organique qu'on boit vient du robinet, n'a pas de structure particulière, probablement aussi, mais lorsqu'elle est assimilée par le corps et éliminée par le corps, c'est en grande partie de l'eau en 4e phase. Donc ici, vous avez une plante qui se constitue une qualité de l'eau qui est probablement très intéressante. Et la question s'ouvre, qu'est-ce que ça donnerait si on récoltait de l'eau de clématite, ou bien si on faisait couler de l'eau à travers, peut-être pas des tiges aussi fines, mais c'est capable de grandir aussi en diamètre. La base de cette clématite a peut-être 2 cm de diamètre. Qu'est-ce que ça donne à l'eau comme propriété si on lui laisse l'occasion de couler dans un système pareil? C'est la dynamisation à très bon marché.
Voilà un petit sujet concernant la conduction de l'eau dans les plantes et toutes les questions que ça ouvre, parce que chaque plante a sa propre eau, sa propre manière de la dynamiser probablement, et quelles sont les propriétés de cette eau qui arrive ensuite dans les feuilles pour opérer la photosynthèse. Probablement que de l'eau de robinet n'irait pas du tout pour faire de la photosynthèse, il faut qu'elle soit préparée pour ça. Et c'est par exemple une question qui se pose. Voilà. Est-ce qu'il y a des préparations Oui, je vais rebondir sur les lianes justement, parce que des lianes sauvages, en théorie, sont comestibles. Je viens dire en théorie, vous allez oublier une partie de ce que je vais vous dire après, une fois reparti. Mais je veux le dire parce que c'est important, parce que on lit des choses dans des bouquins sur la cuisine des plantes sauvages, il y a même des animations, des fois où je ne suis pas forcément d'accord sur certaines choses. Donc il y a des lianes comme ça, donc la clématite, la bryone, le tamier, que les gens appellent responchus quand ils le consomment, peut-être responchus selon les régions. Voilà. Les Tarnais en sont très friands des responchus. Donc en fait, comme ça se trouve dans les haies, souvent tout ça, ils viennent, quand ils ont épuisé leur haie, ils viennent dans les Pyrénées, on a des rangées de 81 voitures qui viennent chercher des responchus. Alors les 65 par là, ils ont mis un mariage, non, on vient chercher les responchus. Les responchus, qu'est-ce que ça court Alors ils montrent ça aux Pyrénéens, les responchus, vous les mangez pas, vous, ah c'est bon ça, ah bon, comment vous les mangez? Et donc, ils poussent les Pyrénéens qui n'ont pas forcément l'habitude à manger des responchus. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est quand même des plantes toxiques, que ce soit la bryone, la clématite, le tamier. C'est des lianes en théorie comestibles, mais c'est des toxiques. Et surtout quand c'est développé. En fait, qu'est-ce qu'on mange? On va manger les jeunes pousses. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas de feuilles développées, on est vraiment à un stade tout ramassé comme ça. Voilà. On peut les manger. Et il ne faut pas les couper là où il y a des feuilles développées, en plus. Parce qu'il y en a, je vois des Pyrénéens, après que, oh, ils se disent c'est trop court ça, on va mettre un petit coup de plus. Alors, plus on est dans tout développé, plus on est avec des choses toxiques. Et il y en a même qui se décident à les manger crus. Ce n'est pas vrai, on ne les mange pas crus. Parce que, comme il y a des toxiques, il faut les passer par une cuisson à l'eau pour éliminer des choses. Il y a comme des asperges, et après on peut les consommer. Donc, il se dit des choses, je vous mets en garde, faites attention. Voilà. Que ce soit dans les livres, ou parfois, comme ça, on va parler. Voilà. Et moi je dis, les Tarnais, ils font ça depuis des générations et des générations, ils sont immunisés contre c'est ça aussi. Donc faites attention. Il y a des choses extraordinaires dans les plantes comestibles, mais on ne fait pas n'importe quoi, faites attention. Pourtant, je vous dis l'ortie, allez-y, 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 que ça, je vous déconseille de vous amuser. Et puis vous allez ramasser quoi à manger? Vous allez ramasser quoi? Ça va pas faire un repas là. Moi, j'ai une fois dans une haie, j'en ai ramassé 7, j'ai dit waouh, j'en ai 7, je vais crever la famine. Bon, évidemment, quand temps de survie, c'est un plus. Il ne faut pas confondre intérêt des plantes sauvages de nos jours et temps de survie et de famine. Voilà, il faut faire le distinguo entre les deux. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Je le referme. Ça se mange, mais vous oubliez. Voilà. Au niveau survie, quelle serait la plante la plus importante en cette situation? Ça reste l'ortie. Ah, ouais. Bon, après, on a des choses. Dans les jardins, on a des kénopodes, des amarantes, du pourpis en ce moment qui sont hyper intéressants. Mais vraiment, je crois que tous les gens qui, comme moi, parlent des plantes comestibles et disent s'il devait en survivre qu'une sur la planète, espérons que ce sera l'ortie. Elle nous sauvera. Voilà, c'est tellement riche en protéines et en tant de minéraux et tout ça. Et elle pousse tellement facilement et elle recycle les déchets qu'elle est parfaite. La petite histoire, ce qui était là tout à l'heure que j'ai raconté sur l'ortie, la résume. Ils l'ont créée, on dirait vraiment pour le truc parfait. Quoi. Il n'y a pas une plante plus parfaite. Et pourtant, elle est autant méprisée, c'est incroyable. Voilà. Qu'elle soit aussi méprisée, qu'elle ne soit pas forcément genre jolie d'aspect et rébarbative, mais elle est parfaite. Il n'y a pas de contre-indication. Juste, je vais dire, les femmes enceintes dans le premier, deuxième trimestre, évitez de les manger crues. Voilà. Vaut mieux éviter ou pas en trop grande quantité. Mais il n'y a pas de... Bon, évidemment, il faut être dans le raisonnable, comme tout. On ne va pas commencer au déjeuner, je fais un smoothie avec des orties. On ne commence pas avec le smoothie aux orties. À midi, une entrée avec un pesto d'ortie, une tarte à l'ortie, et au petit goûter, quelques biscuits à l'ortie, et le soir, une soupe d'ortie. Il ne faut pas être dans l'exagération. Hein, voilà, quand même. Il faut être raisonnable. C'est des orties qui piquent pas? Si, c'est des orties qui piquent.
Oui, vous dites cru. Oui. Et vous venez au monde à refaire, il y en a à manger ce soir, des orties. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Je vous en parlerai. Une question à Ernst, la liane pour l'arbre, un trou ou un tronc? Parce que tu disais que ça évoluerait énormément. Donc est-ce que c'est bénéfique pour l'arbre ou est-ce que justement pour l'arbre ça peut être un truc quoi? Chez nous, je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais ce que je sais, c'est qu'en Afrique, par exemple, les lianes sont extrêmement appréciées par les éléphants. Et lorsque l'éléphant manque dans une forêt tropicale, la liane commence à proliférer. Donc il y a un équilibre entre l'animal qui est vraiment dépendant de cette plante, et si on élimine les éléphants, on crée un déséquilibre dans la forêt. C'est intéressant, ils se nourrissent de cette espèce de prolifération en surface, ils peuvent très facilement la tirer en bas de grandes quantités de lianes, consomment ça en grande quantité, consomment des fruits d'arbres, vont plus loin, aussi des phénomènes d'amertume probablement. Et il n'y a pas de meilleur milieu pour la germination des plantes que les déjections d'éléphants. C'est merveilleux, ils ont digéré des grandes masses de plantes vertes comme ça, végétales, mais aussi des fruits et des graines. Les graines ont été débarrassées de leur pulpe pour la digestion, et il reste des graines qui sont imprégnées d'azote, imprégnées de bactéries, et puis ensuite avec un milieu de fertilisation absolument fabuleux, c'est en kilo. Donc la forêt profite énormément des éléphants. Alors chez nous, pourquoi est-ce que parfois dans le jardin, chez mon jardin, j'ai une clématite en train de vouloir tout envahir. Qu'est-ce qui manque dans ce jardin? Je n'ai pas encore tout à fait compris. Un éléphant. Introduire simplement un petit éléphant. Effectivement, alors je ne vais pas me rappeler la phrase là, mais en fait ça veut dire ça. On parle des mauvaises herbes, on dit elle est inutile et ça ne sert à rien. On va dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé, on ne sait pas à quoi elle sert. Mais demain, c'est peut-être la plante qui va guérir Alzheimer. Parce que heureusement pas, le cancer, on ne sait pas. Et c'est un problème parce qu'en Amazonie, il y a un vivier qui disparaît avec les forêts. Et ils sont catastrophés parce qu'ils savent que si on fait disparaître des plantes, certainement qui peut-être sont les médicaments de demain. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. On est en train de détruire des choses qui sont peut-être hyper importantes, mais qu'on méprise en fait. Voilà. Donc, moi j'aimerais qu'après mes balades, les gens ils disent plus mauvaise herbe, le mot mauvaise ça me horripile. Voilà. Et quand ils les ont goûtées, après, je suis contente quand ils disent c'est des bonnes herbes. Voilà. Voilà. Et donc, il ne faut pas dire mauvaise parce que vraiment. Et puis, elles nous parlent, elles nous disent des choses, elles nous indiquent des problèmes. En fait, elles essayent de communiquer, je suis sûre, avec nous, mais nous, on ne les écoute pas. Et des fois, il faut juste faire comme Gérard Dussert, s'asseoir dans un fauteuil, regarder. Ah, mais ça, l'autre jour, ça n'existait pas. Et pourquoi c'est là? Et qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça me dit? Et ça, c'est... Et on apprend beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, la nature essaie toujours de retrouver un équilibre. Par exemple, on a la ronce ici qui prolifère aussi pas mal. Je fais un travail là-dessus dans l'écologie forestière et la fonction de la ronce dans les peuplements de résineux. Et lorsqu'un peuplement de résineux est dans des sols trop riches, hors de son milieu naturel, normalement ça serait des feuillus, des forêts mélangées. On plante des résineux qui explosent carrément, qui font une très belle croissance, mais avec le prix d'un sol qui s'acidifie, avec des aiguilles, acidification du sol. La résine empêche la minéralisation, c'est des sols un peu bloqués. Lorsqu'on fait une coupe de ces forêts, crée une clairière, beaucoup de lumière, vous avez une minéralisation très rapide qui arrive et il y a carrément un risque de lessivage et de perte de matière organique, de matière fertilisante, d'azote, dans ces sols qui partiraient dans l'eau souterraine. Ce qu'on observe, c'est qu'immédiatement, il s'installe la ronce. Une plante qui va capturer tout ce qui est en train de se libérer, qui risquerait d'être perdu. Et cette ronce est très riche en protéines dans les feuilles, va stocker tout cet azote dans les feuilles plutôt que de le laisser perdre. Et sous les ronces, vous avez tout d'abord naturellement cette situation qui semble chaotique et pas très intéressante, mais si vous allez regarder sous les ronces,
vous avez un microclimat, une serre extrêmement fertile, les graines qui germent, qui ont un sol, le sol sous les ronces c'est fabuleux, c'est une terre très riche, très fraîche, et là vous avez des arbres qui commencent à germer, mais ce n'est pas les résineux qui ont disparu, c'est les arbres qui font partie de la succession. Donc la nature met en place quelque chose qui protège son sol, c'est comme les forêts tropicales, de trop d'insolation. Ici c'est d'une perte de potentiel de croissance. Et ces ronces sont intéressantes pour toute la faune, les fruits, les fleurs. En hiver, les cerfs, les chevreuils sont extrêmement friands de ça. Et mieux vaut qu'ils mangent la ronce que d'abrutir du rejet forestier, de la régénération naturelle de la forêt. Donc c'est une plante exactement fabuleuse, comme on peut dire. C'est pas une mauvaise plante à combattre. J'ai vécu en Corse, et quand il y a des grands incendies, tout brûle. Qu'est-ce qui repousse juste après? C'est les ronces. Voilà, tous ces sels minéraux là, qui sont là, qui risquent de fermer, sont immédiatement capturés. Et ça va protéger, par exemple, le gland d'un chêne qui va être là, en fruit qui demande qu'à net et pas être mangé, donc ça peut limiter les prédateurs qui le mangeraient. C'est un couloir, c'est des couloirs, la ronce, comme les orties, poussent des petites bestioles pour éviter des prédateurs aussi, hein, voilà, elles sont protégées. Donc c'est pour ça d'où l'importance des haies, pour qu'il y ait ces couloirs pour ça. La ronce, elle est intéressante. Je vous invite à goûter là ici, vous touchez les feuilles du bout, vous verrez ça pique pas. Je vous invite à en manger une, voilà. Il y a en bouche, il y a un côté astringent. Vous allez le sentir, l'effet que ça fait en bouche, c'est astringent. Ça veut dire que ça resserre les pores. Donc c'est intéressant pour des diarrhées, c'est intéressant pour des maux de gorge. Là c'est ces propriétés des astringents. C'est la famille des rosacées, et toutes les rosacées ont ces propriétés astringentes. Bon, et les fruits, je sais pas. Qui n'a pas mangé de confiture de mûre? S'il a raté ça dans sa vie, il faut vite réparer l'erreur. Moi, j'ai des souvenirs où ma mère m'envoyait cueillir des mûres pour faire des confitures et je revenais avec mes moustaches. Bon, et l'année dernière, on a fait avec les Paysages Marsac, je préparais des préparations pour apéritifs. Et il y avait un houmous qui traînait, qu'on avait à servir. Et on a ramassé, avec Nadine d'ailleurs, on a fait ça sur ce chemin, on a ramassé des jeunes feuilles de rose et quelques fruits qui étaient mûrs. On a mélangé ça dans le houmous et les gens ont dit c'est bon. Voilà.